Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien en ce début d'année. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux infections transmises des animaux aux humains, les zoonoses comme la Covid-19, la maladie de Lyme, la grippe aviaire et bien d'autres pathologies. Ces maladies infectieuses surgissent souvent en raison de la promiscuité entre la faune sauvage et les humains. Nous sommes de plus en plus nombreux et nos appétits aussi, et nous côtoyons plus souvent qu'avant de nombreux animaux porteurs de divers pathogènes susceptibles de faire le saut entre l'animal et nous. La transmission de ces maladies résulte aussi d'une rupture de l'équilibre naturel, de la dégradation des écosystèmes et des changements climatiques qui déplacent les animaux et les rapprochent de nous. Cela touche aussi la sécurité des aliments que nous consommons. Notre santé dépend donc aussi de la santé de notre environnement. C'est l'approche de santé publique One Health, une seule santé liant la santé de l'homme, celle de l'animal et de son écosystème. Nous vous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous voulons mieux comprendre l'approche One Health, une seule santé et les liens qui existent entre la santé des humains, celle des animaux et celle de l'environnement. Pour en parler, je suis en compagnie d'Ariane Adam-Poupard, conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec, professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Alexandre Thibaudot, co-directeur de la chaire de recherche en salubrité des viandes, professeur sous octroi adjoint au département de pathologie et microbiologie de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. En décembre dernier, la Convention internationale sur la biodiversité, la COP15, nous le rappelait, les changements climatiques, les dégradations de notre patrimoine naturel et les pertes d'habitat ont des conséquences sur nos vies et même sur notre santé aussi, comme on peut voir avec la COVID-19. Une multiplication des zoonoses, ces infections qui se transmettent des animaux à nous. Pour commencer, avons-nous raison de constater que plus la biodiversité se dégrade, plus les risques pour la santé humaine augmentent? Est-ce que nous pouvons affirmer des animaux en santé, c'est égal à des personnes en santé, Monsieur Thibaudot? Définitivement, c'est très important d'avoir nos animaux en santé pour deux raisons. Premièrement, parce que ce sont des animaux, ce sont des êtres vivants que l'on côtoie, donc on peut les avoir avec nous dans notre cour, même comme animal de compagnie. Et puis, ce sont également des animaux que l'on mange, que l'on consomme. Donc, il y a deux voies de transmission. On peut avoir une voie de transmission directe des pathogènes vers l'être humain, mais il ne faut pas oublier non plus le vecteur alimentaire qui peut servir de voie de transmission pour les bactéries des animaux vers les humains. Oui, vous êtes spécialiste des pathogènes alimentaires et de la ferme. Est-ce que vous voyez plus souvent qu'avant ce type de pathologie? Oui, effectivement, on peut noter une augmentation de la transmission des pathogènes alimentaires. Chose qui est très intéressante également, on sait que dans une saison, comme au Canada, donc on a 4 saisons, on peut voir même dans les saisons les plus chaudes une augmentation de la transmission des pathogènes alimentaires via les aliments. Donc, définitivement, c'est quelque chose qu'on observe. Même récemment, on a eu vent d'un épisode d'une bactérie qui s'appelle Campylobacter, qui est plus retrouvée présentement chez les oiseaux. Donc, elle est là en plus grande quantité que normale. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une légère augmentation des cas de Campylobacter chez les êtres humains également. Oui, et on pense aussi à la grippe aviaire. Oui, on a la grippe aviaire. La grippe aviaire, par contre, n'est pas nécessairement pour l'instant transmissible via la voie alimentaire. Mais effectivement, on a également aussi la grippe aviaire qui sévit, donc un épisode qui est transmis là, d'élevage en élevage, donc principalement par les oiseaux migrateurs. Pour l'instant, on n'a pas de transmission vers l'être humain qui est notée, mais effectivement, avec l'influenza, on est toujours à une mutation près de la catastrophe. Oui, puis on a eu beaucoup de cas cet été, c'est pour ça que j'en parlais. L'approche de santé publique, One Health, une seule santé, met en œuvre des programmes, des politiques et législations et conduit aussi des travaux de recherche où plusieurs secteurs communiquent, la santé animale et l'environnement. Pouvez-vous nous présenter cette approche, Madame Adam-Poupard?
Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez déjà très bien décrit. L'approche Une santé, c'est une approche qui vise à mettre en commun des données, des connaissances ou encore différentes expertises dans 3 domaines, donc la santé humaine, la santé animale et les sciences environnementales. Et on se sert de cette mise en commun-là pour essayer de trouver des solutions à des problématiques complexes, comme la problématique des zoonoses, finalement. Puis je peux peut-être vous illustrer l'approche Une santé là et l'utilité de l'approche Une santé par la rage que l'on peut avoir chez les humains. Donc la rage humaine, vous savez, la rage, c'est un virus qui peut être présent chez différents animaux et la principale voie de transmission à l'humain, c'est par la morsure. Et donc la solution, une des solutions que l'on a trouvées pour pouvoir protéger l'humain contre la rage, c'est finalement de vacciner les animaux qui pourraient être porteurs de ce virus-là. Donc, on vaccine à la fois certains animaux domestiques comme nos chiens, mais on vaccine aussi des animaux de la faune. Et donc, ça permet réellement de limiter la propagation de la rage au sein des populations animales pour éventuellement éviter que l'humain contracte la rage. Oui. Est-ce que le fait qu'on ait de plus en plus d'animaux de compagnie, notamment à Montréal, je pense qu'il y a presque 2 millions de chats et de chiens, presque autant que d'humains. Est-ce que ça nous met plus à risque? Écoutez, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse sous les yeux. Il faudrait peut-être que M. Thibodeau pourrait en parler davantage. Malheureusement, je n'ai pas la réponse non plus. Oui. Donc, cette approche-là, c'est pas une idée neuve. Ça fait longtemps qu'on sait que des liens existent entre la santé animale et la santé humaine. Et ce qui est peut-être plus nouveau, c'est la montée de la préoccupation écologique. C'est cela qui est lié aussi à la santé de notre environnement, n'est-ce pas, M. Thibodeau? Oui, définitivement. La santé de l'environnement est au cœur des préoccupations, autant des consommateurs d'aliments carnés que des consommateurs d'aliments à base végétale. Comment ça se déploie dans les épiceries? Comment ça se déploie dans les épiceries? C'est très difficile à dire. Pour l'instant, on a encore, je dirais, il y a toujours le vieil adage que c'est le prix qui va faire le choix final. Donc, effectivement, pour la majorité de la consommation alimentaire, c'est toujours le prix, surtout dans un contexte inflationniste présentement, qui va stimuler l'achat de la majorité des gens. Par contre, on voit une émergence de marchés de niche qui est quand même assez importante. Donc, de plus en plus, les gens vont faire affaire avec pas des médecins de famille, désolé, des fermiers de famille, qui vont aller chercher des aliments avec certaines certifications qui nous permettent on pense, avoir un meilleur impact sur l'environnement. Oui, c'est sûr qu'on veut aussi moins d'antibiotiques, moins de produits. On veut du plus en plus naturel. Est-ce qu'on comprend bien ce que c'est que vraiment le naturel quand on parle des animaux de ferme? Je pense qu'on ne comprend pas vraiment nécessairement le naturel. Ce que ça veut dire, parce que c'est quand même, il faut aussi se porter dans un esprit de production qui doit répondre à la demande. Donc, c'est sûr que dans une production bien balancée, il va y avoir l'utilisation de certains antibiotiques. Par exemple, pour les animaux, c'est une question de bien-être animal également. Nos animaux peuvent tomber malades, il faut les soigner pour protéger l'environnement, pour protéger l'être humain, mais aussi pour protéger leur bien-être. Par contre, pour ce sujet-là précisément, comment est-ce que les productions carnées influencent l'environnement? C'est de plus en plus de manière positive, en fait, parce qu'il y a énormément de recherches qui est fait pour la réduction des antibiotiques. Par exemple, récemment, les producteurs de porc ont réduit leur usage d'au moins 20% de la quantité d'antibiotiques qui étaient utilisés dans leurs élevages. Donc, il y a des efforts de filière qui sont faits pour exactement savoir combien d'antibiotiques sont utilisés et puis comment on peut les réduire, et tout ça supporté par une recherche active. Oui. Et puis, sur les autres composantes environnementales aussi, on travaille beaucoup sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc, modification d'aliments, modification des bactéries qui sont à l'intérieur de l'intestin des animaux pour limiter au maximum l'impact négatif, parce qu'il y a des impacts négatifs à produire des aliments carnés sur l'environnement. Est-ce que ça ne met pas beaucoup de pression, surtout pour l'agriculteur, qui doit peut-être avoir ce beau casse-tête là entre les mains, de conserver leurs animaux en santé, mais d'être capable finalement de les vendre auprès des consommateurs?
C'est effectivement tout un casse-tête. Ça augmente beaucoup la pression sur le producteur, surtout qu'on veut avoir des aliments qui sont en fait le moins cher possible, parce que c'est quand même l'agriculture, ça nourrit le monde, comme on dit. Donc effectivement, puis c'est d'ailleurs une des facettes du One Health qui est un peu moins bien caractérisée. Donc c'est quoi l'impact d'une seule santé, donc la portion vraiment psychologique sur les producteurs de toutes ces nouvelles normes-là et de toute cette pression-là sur leur santé mentale. Oui, parce qu'on veut des agriculteurs en santé aussi. Oui, c'est très important. Madame Adam-Poupard, j'aimerais que vous nous parliez de la rage vulpine dont le renard arctique du nord canadien peut être porteur et la crainte que cette maladie se transmette au renard roux, une espèce apparentée plus répandue dans le sud, donc plus proche de nous. Oui, absolument. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des principales menaces pour la santé publique dans le Nord, c'est la rage que l'on retrouve chez le renard arctique. Là-bas, en fait, on considère que la rage, elle est endémique chez les populations de renards arctiques. Et donc, vous le savez peut-être, en fait, la rage, c'est un virus qui se retrouve chez plusieurs animaux. L'humain peut contracter la rage essentiellement par une morsure. Et en fait, la rage, elle est mortelle dans un délai, elle est mortelle pour l'humain et dans un délai assez rapide si l'humain ne reçoit pas un traitement très rapidement. Oui. Donc, rapide de combien? On parle d'heures? Ici, on parle vraiment de quelque chose de très court. Je voudrais pas donner un nombre d'heures exact là, pour mal informer les auditeurs, là, mais on parle vraiment de quelques heures, voire quelques jours, mais quelque chose de très, très rapide. En fait, ce qu'on dit, c'est que dès qu'il y a l'apparition de certains symptômes de la rage, il y a le décès qui va s'en suivre. Donc, il faut vraiment que le traitement soit offert avant l'apparition des premiers symptômes de la rage chez l'humain. Et donc là où il y a un lien avec les changements climatiques, c'est qu'on sait qu'avec les changements climatiques, les populations de renards arctiques vont migrer, vont se déplacer possiblement vers le sud. Et elles pourraient éventuellement rencontrer des populations de renards roux que l'on retrouve justement un peu plus au sud au Québec, dans les endroits un peu plus peuplés du Québec aussi. Et les populations de renards roux on retrouve bien moins de rage dans ces populations-là. Donc, la crainte qu'on a, c'est qu'également avec les changements climatiques, les populations de renards roux remontent vers le nord, alors que les populations de renards arctiques descendent vers le sud, et qu'il y a une espèce de mélange entre ces deux populations-là, et qu'il y a une espèce de transmission de la rage aussi, ce qui causerait plus de rage dans nos populations de renards roux et une plus grande exposition de nos populations humaines de par ce phénomène-là. Si je comprends bien, c'est une histoire de rencontre. Oui, exactement. Est-ce que c'est problématique pour nos animaux de compagnie? Est-ce que la rage vulpine, est-ce que du renard, elle peut passer au chien? Oui, la rage, s'il y a une morsure d'un renard rabique à un chien, effectivement, le chien pourrait tout à fait contracter la rage. Et c'est pour ça que les morsures de chiens, notamment dans le Nord, là, il faut les prendre très, très au sérieux parce qu'on peut suspecter que le chien ait le virus de la rage. Oui, et il y a aussi des renards proches des villes aussi. Donc, il faut s'en méfier même pour l'humain. Et ne pas vouloir faire de selfie, par exemple, avec le renard. Oui, j'aurais tendance à dire ne pas faire de selfie avec aucun animal de la faune, aucun animal sauvage. Et si l'animal se laisse faire prendre en selfie, il faut considérer que c'est un comportement anormal et donc il faut normalement craindre cet animal-là. Oui, il faut s'en méfier, mais c'est ça. C'est parce qu'on est de plus en plus en contact, même dans les villes, avec une faune sauvage, mais qui devient urbaine. Puis on reste fasciné par peut-être moins les écureuils, mais les renards, et tout ça. Puis on a peut-être des fois envie de s'en rapprocher, mais c'est pas une bonne idée, si je vous entends bien, Madame Adam-Poupard. Oui, exactement. Il y a aussi l'émergence des zoonoses comme la grippe aviaire. Est-ce que c'est une question de promiscuité aussi entre une faune sauvage et les humains? Peut-être Monsieur Thibodeau? Oui, définitivement. Le rapprochement de la faune sauvage va créer l'émergence de nouvelles maladies.
un des phénomènes que je trouve les plus intéressants, en fait, c'est l'apparition de certains parasites chez les coyotes qui pourraient, par exemple, contaminer les chiens domestiques et à ce moment-là pourraient également passer chez l'être humain. Donc, c'est sûr que plus on essaie de vivre en harmonie avec la nature, mais vivre en harmonie avec la nature, ça ne veut pas nécessairement dire de toujours être en contact avec cette même nature. Est-ce que c'est pas parce qu'on a été coupé longtemps dans les villes de cette nature-là qu'on redécouvre peut-être un petit peu quand on sort de Montréal ou des grandes villes, qu'on a envie justement d'avoir un peu plus de contact, mais qu'il faut se méfier de cet élan vers les animaux qui peuvent être malades, finalement, qui peuvent être simplement porteurs de pathogènes sans le savoir? De se méfier, oui et non. Ça dépend toujours de comment est-ce qu'on va gérer le risque qui est associé à ça. Si on peut voir un certain rapprochement des urbains avec la nature, un exemple qui me vient rapidement à l'esprit, c'est l'utilisation de poules élevées en milieu urbain. Donc, c'est une excellente idée sur le papier, mais bien entendu, c'est important de bien informer la population parce que au niveau de ces oiseaux-là, il peut y avoir des pathogènes alimentaires. Et donc, c'est très important de manipuler les œufs comme si on manipulait une pièce de volaille fraîche. Donc, il faut penser à bien se laver les mains, à faire attention aux excréments des oiseaux, à faire attention également à l'œuf qui peut être contaminé par des bactéries pathogènes. Et surtout, il ne faut pas oublier que les animaux que l'on élève soi-même ne sont pas nécessairement toujours vaccinés. Mm-hmm. Donc, il faut également faire attention à leur santé et également à notre santé à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire essayer d'éviter les rencontres le plus possible entre nos animaux aussi, ou nos animaux et la faune plus sauvage, comme la grippe aviaire? Si on a des poules, ça doit être peut-être inquiétant. Oui, c'est relativement inquiétant en fait. C'est d'ailleurs le seul, pas nécessairement le seul, mais c'est un des principaux arguments qui vient un peu contre l'utilisation des poules urbaines, parce que ça pourrait créer éventuellement tout plein de petits foyers d'influenza aviaire. Donc, ça pourrait être un problème, mais pour l'instant, on n'a pas vu ça apparaître dans aucune grande ville. Enfin, j'ai pas à l'esprit rapidement comme ça des rapports comme de quoi c'est une problématique. Mais ça pourrait éventuellement devenir quelque chose de grave, surtout si on a un indice que la transmission pourrait se faire vers l'être humain. Oui, parce qu'on a eu une grosse éclosion de grippe aviaire l'été dernier. Et oui. Il y a eu des poulaillers, mais c'était des poulaillers industriels qui ont été concernés. Et il y a eu toutes sortes d'animaux. D'ailleurs, la grippe aviaire s'est transmise jusqu'aux phoques. Effectivement, mais c'est pas nécessairement des transmissions qui sont très habituelles. Non. Donc, pour l'instant, c'était contrôlé. Il faut pas oublier aussi que les élevages industriels sont un peu plus sensibles parce qu'on a une masse assez critique d'oiseaux. Donc, lorsqu'on a une maladie très infectieuse qui rentre dans un élevage, c'est facile à repérer. On fait aussi beaucoup de suivi de ces élevages-là pour la santé des animaux. Donc, c'est aussi, quand on cherche, on trouve. Donc, c'est très important. Donc, versus des petits élevages où peut-être qu'on a moins de suivi pour certaines maladies infectieuses. Oui. Il y a aussi une question de promiscuité. Maintenant, nos élevages sont souvent des élevages industriels avec un petit peu en batterie, avec beaucoup, beaucoup d'animaux très, très proches aussi. Donc, je suppose que quand une maladie rentre dans le poulailler, ça devient compliqué parce que ça se propage très rapidement. C'est sûr la promiscuité fait en sorte que la maladie se propage rapidement, mais aussi l'autre clé que vous avez mentionnée, c'est l'élevage en batterie. Donc, normalement, dans un élevage, la biosécurité, donc toutes les étapes qu'on doit faire pour rentrer dans un élevage est très élevée, très relevée. Mm-hmm. Donc, ça fait une barrière supplémentaire, en fait, pour protéger les élevages parce qu'on est capable de contrôler qu'est-ce qui entre dans l'élevage. Donc, bien entendu, ce n'est pas infaillible, mais c'est quand même un facteur de protection pour la transmission des maladies zoonotiques. Oui, tout à fait. Madame Adam Poupard, vous vous spécialisez dans les maladies transmises par les tiques. Ce n'est d'ailleurs pas une maladie estivale. Expliquez-nous. Oui, effectivement, on travaille à l'Institut sur les maladies transmises par les tiques et particulièrement sur la maladie de Lyme. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que c'est une maladie estivale? J'aurais envie de vous répondre oui et non. Alors oui, parce que la majorité des piqûres de tiques, on les retrouve pendant la saison chaude au Québec. Donc, c'est sûr que les cas de maladie de Lyme sont le plus souvent rapportés pendant la saison chaude. Par contre, les tiques,
qui sont responsables de la transmission de la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme. Ce sont des tiques qui sont actives à partir de 4 degrés. Alors, au printemps, à l'automne et même en hiver, à partir du moment où il fait 4 degrés, ces tiques-là peuvent nous piquer. Donc, elles se mettent en activité dans l'environnement. Elles recherchent une proie pour pouvoir prendre un repas de sang et quelquefois, cette proie-là est l'humain. Et c'est à travers ce repas de sang-là qu'il peut y avoir une transmission de la bactérie. Donc, voilà. Donc, à la fois, estival, parce qu'on a plus de chances de se faire piquer l'été, mais par contre, en hiver, on a quand même des données qui nous laissent à penser qu'il y a des tiques qui sont présentes dans l'environnement et qui peuvent piquer des humains. Oui, rappelez-nous juste sur la maladie de Lyme un petit peu comment on peut la contracter et comment peut-être on peut faire attention à ne pas l'attraper si on est adepte de plein air. Oui, absolument. Alors, comme mentionné, là, la maladie de Lyme, elle est causée par une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi, qu'on retrouve dans une espèce de tique au Québec. Au Québec, il y a plusieurs espèces de tiques, mais il y en a une seule qui peut transmettre la maladie, c'est l'Ixodes capillaris, ou celle qu'on appelle la tique à pattes noires. Ce n'est pas toutes les Ixodes capillaris au Québec qui détiennent la bactérie. On dit qu'il y a à peu près 17% des tiques au Québec qui portent cette bactérie-là. Et en fait, la tique, pour pouvoir faire son cycle de développement, elle a besoin de prendre des repas de sang sur des mammifères, encore sur des oiseaux. Et puis, il arrive quelquefois que leur proie, c'est l'humain, parce qu'elle est prête à attraper ou à mordre le mammifère, l'oiseau ou l'humain qui va passer. Donc, si l'humain passe, ce sera l'humain qu'elle va piquer. Et voilà. Donc, je vous dirais que les régions à risque varient quand même à travers le Québec. Et il y a différents moyens pour se protéger, notamment quand on va faire des activités de plein air, comme vous l'avez mentionné, et donc notamment dans des endroits à risque. Et je vous invite à aller voir notamment sur notre site web où on présente vraiment une carte de risque de l'acquisition de la maladie de Lyme à travers le Québec. Donc, quand on fait des activités comme de la promenade dans les bois, dans des endroits où il y a des herbes hautes, à la fin de notre activité, on prend le temps de s'inspecter pour voir si on n'a pas été piqué par une tique. Ensuite, il faut savoir quoi faire si jamais on a une tique qui nous a piqué. Ce qu'on recommande, c'est de retirer la tique le plus rapidement possible parce que le délai de transmission de la bactérie est très, très faible, voire nul si on retire la bactérie dans un délai de 24 à 36 heures. Ensuite, il y a aussi des mesures pour mieux aménager notre jardin, notre cour, pour qu'elle ne soit pas propice à l'établissement des tiques. Et ça aussi, là, si vous vous renseignez auprès de votre direction de santé publique, vous allez trouver différentes méthodes. Souvent, ce qu'on cherche, c'est à créer une zone tampon entre le boisé où on pourrait retrouver des tiques et l'endroit où on fait nos activités dans notre jardin. Une zone tampon avec des copeaux de bois, par exemple. Voilà. Donc, il y a vraiment différentes solutions pour pouvoir se protéger. Puis, c'est sûr que la maladie de Lyme, c'est quand même une maladie intéressante en lien avec les changements climatiques parce que pour nous, c'est un peu comme notre cas traceur. Là. On connaît vraiment les liens. On voit avec les changements climatiques que la tique progresse au Québec et qu'elle s'établit de plus en plus et on a donc de plus en plus de cas de maladie de Lyme qui sont déclarés. Oui, justement. Quels sont les impacts de la variabilité du climat et les aléas climatiques sur les zoonoses au Québec, M. Thibodeau? Il y en a quand même plusieurs, en fait, ce qui est observé dans le monde. Premièrement, il faut voir que d'après les modèles et certaines observations, à chaque fois qu'on va augmenter d'1 degré Celsius, on peut augmenter de l'ordre de 5 jusqu'à 25% qui est plus de zoonoses de type alimentaire. Donc, ça, c'est très important. Aussi, il y a des facteurs un peu moins, qu'on pense un peu moins. Par exemple, si on a une augmentation de la température et une augmentation du délai de la saison chaude, on va se mettre à faire plus de pique-niques, on va se mettre à faire plus de barbecue. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est très festif. Par contre, lorsqu'on sait pour la transmission des maladies alimentaires, mais ce sont des comportements qui sont plus à risque. Donc, d'une manière indirecte, on peut également augmenter la transmission des bactéries d'origine alimentaire par un comportement à risque. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un risque de réémergence de certaines maladies infectieuses à cause des changements climatiques? De réémergence, c'est plutôt pour l'instant peut-être en fait
Pardon? Une émergence, plus? Une émergence, oui, ça serait plutôt une émergence. Donc, certaines bactéries qu'on est moins habitué de voir, qu'on verrait plus souvent. Donc, par exemple, si on a une bactérie qu'on est capable de bien contrôler présentement, mais que sa quantité augmente chez les animaux, bien, c'est sûr que cette quantité-là peut éventuellement devenir problématique et contaminer suffisamment un aliment pour que cet aliment-là devienne problématique. Il ne faut pas oublier aussi les changements climatiques peuvent aussi apporter un impact, non pas seulement sur la qualité microbiologique, mais également sur la qualité chimique, physico-chimique des aliments. Par exemple, plus d'épisodes de pluie pourraient apporter une température plus humide, donc une augmentation des insectes nuisibles qui pourrait à ce moment-là se solder par une augmentation d'utilisation des pesticides qui pourrait augmenter la concentration de pesticides dans l'aliment. Donc, c'est vraiment très difficile de bien modéliser, mais on a vraiment une foule de facteurs qui peuvent nuire à la saine alimentation de l'être humain, qui sont liés au changement climatique. Oui. Madame Adam-Poupard, quelles sont les solutions pour lutter contre ces maladies? Je sais que vous avez justement des projets de recherche sur les insecticides en Montérégie. Non, malheureusement, ce n'est pas nous qui avons des projets de recherche sur les insecticides. Ce sont des chercheurs de l'Université de Montréal. Mais bon, moi, je peux vous parler de ce qu'on fait, nous, à l'Institut, en lien avec les maladies transmises par les tiques. D'abord, on déploie le programme provincial de surveillance intégrée de la maladie de Lyme, un programme qui nous permet d'obtenir différentes informations sur la présence des tiques sur le terrain, mais aussi des informations sur les cas de maladie de Lyme annuellement. Puis ça nous permet donc de produire une carte de risque pour mieux informer les décideurs, pour mieux informer toutes les parties prenantes qui vont ensuite mettre en place des mesures de prévention pour protéger la population. On développe également actuellement des cartes de risque qui intègrent les impacts des changements climatiques. Donc, on essaie de projeter à différents horizons temporels de quoi pourrait avoir l'air la répartition des tiques ixodes capularis sur le territoire québécois. Par exemple, en 2050, en 2080. Pour l'objectif de ces cartes-là, c'est vraiment de renseigner les décideurs et pour qu'il puisse y avoir déjà des mesures de prévention qui soient mises en place aujourd'hui pour éviter ce qui pourrait se passer dans le futur. Outre ça, écoutez, vous avez nommé là, les projets en lien avec les acaricides. Effectivement, à l'Université de Montréal, il y a déjà quelques années, il y a des chercheurs qui avaient testé l'efficacité de certains acaricides sur l'environnement, mais également en laboratoire, en conditions de laboratoire. À ma connaissance, ces travaux-là sont toujours en cours. Et puis, c'est évident que si ces travaux-là s'avèrent utile, efficace. Oui, c'est ça. Je pense que ce sera aux décideurs à voir par la suite s'ils souhaitent implanter ce type de mesures à large échelle pour le Québec. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'un insecticide, ça peut être une solution temporaire, mais ça nuit pas seulement à un seul insecte, ça aussi, c'est à l'ensemble de l'environnement et d'autres insectes qui pourraient être plus utiles aussi. Là, dans une pensée, dans une approche One Health, c'est peut-être pas à encourager. Donc, merci beaucoup Ariane Adam-Poupard, conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec et professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et on était en compagnie d'Alexandre Thibaudot, co-directeur de la chaire de recherche en salubrité des viandes, professeur sous octroi adjoint au département de pathologie et microbiologie à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio et également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission a une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.